Donc, on avait vu beaucoup de cas dans la Gemara grâce aux drashot euh, qui gravitent autour de la question de l'homicide involontaire, donc Beshogeg, c'est-à-dire qu'ils sont soit considérés comme plus graves, soit considérés comme moins graves. On va continuer sur cette lancée-là avec la Mishnah qui va suivre. C'est-à-dire, donc, il y a le cas simple, semble-t-il simple, de la Torah pour lequel quelqu'un qui a tué sans faire exprès, d'une certaine façon, bien Echayev Galot, on a montré que les homicides involontaires, il en existe de différents types. Il y en a qui sont assimilables du honest, c'est-à-dire comme si c'était presque contraint, c'est-à-dire que la personne était donc est tout à fait mise hors de cause, elle n'a aucune responsabilité, donc elle ne va même pas en Galout. Mais il y a également plus grave que cela, c'est une forme de pshia, c'est-à-dire c'est une faute de sa part, même s'il n'y a pas volonté de donner la mort, il y a malgré tout faute grave de sa part. Et à partir de là, non plus, on n'a pas le droit à la galoute. Et donc, c'était lié au fait que la galoute, c'est à la fois une punition dans une certaine mesure, mais c'est également une protection et c'est également une kapara. Alors, on va continuer dans la Mishnah. La Mishnah va parler, a priori, du cas de la Torah lui-même. Alors que précédemment, on avait vu que la Mishnah avait choisi des cas qui ne sont pas écrits dans la Torah. Quelqu'un qui fait descendre un tonneau, quelqu'un qui met le bitume sur sa terrasse. Là, par contre, on est directement dans le cas de la Torah, a priori, qui est celui. Alors, on va d'abord regarder le texte dans. Juste une petite question. Donc, au chapitre 19 de Sefer Devarim, le 5e passouk. C'est l'exemple qui est donné dans la Torah dans Sefer Devarim. Celui qui viendrait avec son ami dans la forêt, l'Artor Etzim, pour couper du bois. Donc, et sa main donc a brandi la hache, lichot haetz, pour couper le bois. Benachal barzel min haetz, et le fer, littéralement, on traduit comme ça, nachal, donc est tombé. C'est échappé, c'est la traduction qui est donnée ici, du bois. Ou matzat re'ahu, et a trouvé son prochain, va mettre et il est mort. Hu yanou selachatarim, c'est lui qui s'enfuira vers une des villes, et celle-là, et qui vivra donc les villes de refuge. Donc c'est bien lui, pas quelqu'un d'autre. Voilà le type même de celui qui va y aller. C'est-à-dire quelqu'un qui était en train d'accomplir un acte, qui en tant que tel acte n'était pas un acte dont l'intention était négative en quoi que ce soit. Ni voulait frapper, ni voulait tuer, ni quoi que ce soit. Il était en train de couper du bois. C'est un acte tout à fait ordinaire. Et c'est malheureux, un accident conséquent à cet acte-là qui a entraîné la mort. Donc il n'y a pas de volonté, mais il n'y a même pas eu d'acte ici directement dirigé vers la personne qui l'a malheureusement tué. Alors, a priori, la traduction de ce passouk semble très simple. Benidech Hayado Bagarzen, donc sa main s'est élevée, donc ça a été brandi avec la hache. Lichot Haetz pour couper le bois, Venachal Barzel Menaetz, et le fer, donc pour comprendre la lame, Nachal, est tombé du bois. Alors, Nachal, ici la traduction, encore une fois, paraît très simple, c'est un verbe actif, c'est-à-dire au sens, à la forme active habituelle, ça s'appelle le pa'al en hébreu. Le fer est tombé du bois. Point. On va voir qu'il y a deux façons de comprendre en réalité ce passouk dans la Mishnah. Nishmat barzel mikato. Donc les verbes ne sont pas les mêmes que la Torah, mais c'est le langage ici de la Mishnah. Le mot barzel est gardé, le fer, pour dire la lame en fait. Mais ce qu'on a changé, c'est et le verbe nachal et le verbe etz. Nishmat, donc c'est échappé. Le fer, mikato, c'est de son manche. Donc, c'est la lame qui, donc la personne a levé la hache pour couper le bois, et au moment de faire cela, la lame s'est échappée du manche. Ve'harag, il l'a tué. Donc nous, on a compris qu'en fait, c'est le cas de la Torah. Et la Torah dit qu'on est chayav galout dans ce cas-là. C'est lui qui va s'enfuir. Donc c'est bien lui l'exemple type d'une personne qui doit aller en galout. Pourtant, Rabbi dit, Eno golé. Il ne va pas en galout, celui-là. Chachamim omrim golé. Chachamim, eux, disent qu'il va en galout. Donc pour les Chachamim, ce cas-là, c'est le cas de la Torah, tout simplement. Donc c'est le cas type de la Torah. Donc Nashal habarzel minaetz, ça donne Nishmat habarzel mikato. C'est exactement le même cas. C'est-à-dire que la lame s'est échappée du manche, ou dans le langage de la Torah, le fer est tombé du bois. Très bien. Pour Rabbi, ce n'est pas le cas. Rabbi comprend en vérité le passouk différemment. On va voir dans le deuxième cas de la Mishnah.
Mina et samid bakea. Par contre, si c'est du bois de l'arbre qui a été fendu, qui a été projeté un petit morceau, Rabbi Omer Golé, Rabbi dit il va en galoute, Chachamim Omrim et no Golé. Chachamim disent il ne va pas en galoute. Voilà, donc on va reprendre la Mishnah. La Mishnah présente deux cas qui, au départ, commencent de la même façon. Une personne va dans la forêt pour couper du bois, c'est l'exemple de la Torah. Et il y a deux accidents possibles ici qui nous sont présentés. Premier accident, il lève le manche de la hache, avec la hache évidemment, et la lame s'échappe du bois. En s'échappant du bois, la lame tombe sur son ami qui l'avait accompagné dans la forêt et le tue. D'après Rabbi, il ne va pas en galoute. D'après Chachamim, il va en galoute. Deuxième cas, c'est il frappe le bois pour couper le bois, et au moment de frapper le bois pour couper, un morceau du bois s'échappe, donc il y a une sorte de petite boîte du bois qui s'échappe. Rabbi va dire qu'il va en galoute, et les Chachamim disent qu'il ne va pas en galoute. Alors, on a compris en fait que ces deux cas de la Mishnah sont deux façons de comprendre le pasuk de la Torah. La façon la plus simple de comprendre le pasuk de la Torah, celle qui paraît évidente, c'est celle des Chachamim. C'est-à-dire, on parle du cas de la hache. C'est évidemment le cas de Rabbi Yehuda Hanassi qui est plus difficile à comprendre. Parce que dans le premier cas, c'est presque évident que c'est Shogeg, non? Alors, on commence directement la Gemara. Tanya, on a enseigné. Donc, c'est une braïta qui enseigne en fait la suite de la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi et les Chachamim sont en marloquette. Et donc, la discussion qu'il y a entre eux est développée dans la braïta. Donc, là, on a bien compris la marloquette. Si c'est le fer, donc si c'est la lame qui s'est échappée du bois, pour Rabbi Yehuda Hanassi, il ne va pas en galoute, pour les Chachamim, il va en galoute. Si c'est un bout de bois qui s'est échappé au moment où il a frappé, donc un bout de bois qui est parti, un bout de bois de l'arbre qu'il a coupé, d'après Rabbi, là par contre, il va en galoute, les Chachamim, là, il ne va pas en galoute. Donc la braïta nous dit, Amar lahem Rabbi les Chachamim, Rabbi a dit aux Chachamim, Vechi ne'emar venashal habarzel me'etzo. Est-ce qu'il est écrit dans le pasuk, et le fer, donc la lame, est tombée de son bois, mais etzo, il y a écrit minaetz du valoloneba, pourtant il n'est dit que dans le pasuk, et la minaetz du bois. Veod, et encore, neemar etz lemata, venemar etz lemala. Le mot etz apparaît en haut et en bas. Maetz amur lemala minaetz, samit bakea. De la même manière que le bois, le mot arbre, dont on parle en haut, c'est évidemment le bois qui va être coupé. Af etz amur lemata, minaetz samit bakea. Donc, de la même manière, le bois qui est en bas, dans le passouk en bas, c'est le bois qui est coupé. On va reprendre le passouk pour bien le voir. Donc, Perek tête, passouk. He, Vachayabo Edreu Bayar, celui qui viendrait avec son ami dans la forêt. L'artov etzim, pour couper des arbres, etz, au sens d'arbre, de bois. Venida Yodovagazeni Chot haetz, haetz, on l'a bien vu. Et sa main, donc, a été brandie avec la hache pour l'ichot, pour fendre haetz, le bois. Venachel abazel min haetz, et le fer, la hache, et littéralement nachal, on pourrait traduire, est sorti du bois, d'accord? Umatza edreu vamet, et qu'il a trouvé son ami est mort, etc. Rabbi fait la remarque, le même mot exactement sous la même forme apparaît dans le pasuk 3 fois. Donc c'est quand même étrange que ça change de sens au milieu. Donc l'artovetzim pour couper des bois, d'accord? Lichot haetz pour couper le bois, benachel abarzel min haetz. Donc c'est quand même étonnant qu'on utilise le même mot pour un sens différent. Dans un cas, le bois, qui est le bois qui est fendu, et l'autre cas, le bois qui est celui de la hache. C'est quand même assez étrange. Il aurait fallu plutôt dire Venachel abarzel min etzo, au moins de dire son bois, pour bien distinguer le bois qui est fendu du bois qui est celui de la hache. Donc il y a ici un jeu où le bois se trouve à la fois dans la manche et dans ce qui est fondu. Alors, juste une petite parenthèse de l'enseignement chassidique à cette occasion-là. La hache qui coupe le bois
vient de lui-même. Voilà ce que disent les chassidim, c'est-à-dire lorsqu'on on a une idéologie, on a un grand système qui est destructeur, qui fait du mal à autrui, généralement c'est de lui-même qui les détruit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de lui-même qui finit par le détruire. Donc c'est une idée extrêmement intéressante et qui a été de tellement nombreuses fois vérifiée dans l'histoire, que c'est un produit du système qui finit par détruire le système lui-même. Ça apparaît dans de très nombreux exemples. Prenez juste l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait tomber l'Égypte, mais Moshe Rabbeinu est lui-même a été fabriqué avec le bois de l'Égypte. C'est en Égypte qu'il a grandi. Ce n'est pas un Hébreu esclave qui a fait tomber l'Égypte, c'est un Hébreu qui est devenu lui-même le manche, qui s'est construit grâce à l'Égypte d'une certaine façon et qui a fini par la faire tomber. Et des exemples comme cela, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est son propre produit qui finit par détruire un système tout entier. Je ferme la parenthèse, mais ça s'entend très bien ici dans ce jeu. Lichot haetz venachel habarzel min haetz. Donc le même mot haetz qui apparaît. Alors ce que dit Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qu'on parle du même bois obligatoirement. Alors, ce qui pose problème dans ce que dit Rabbi Yehuda Hanassi, évidemment, on ne peut pas lire comme il le dit de toute façon, même si j'entends très bien sa remarque, qu'il aurait été plus juste, plus pertinent de dire mine etzo, c'est très bien. Mais malgré tout, ce n'est pas possible, parce qu'écrit Venachal Habarzel, et le fer va tomber, mina etz, du bois, le fer va tomber du bois. Donc si c'est le fer qui tombe, un point c'est tout, il n'y a pas à discuter. Donc on ne voit pas du tout dans ce pasouk un petit bout de bois qui aurait été projeté par le coup. Ce n'est pas ça du tout qu'on entend dans le texte. Donc, ce que dit Rabbi Hanassi rentre très bien dans les mots mina etz, mais ne rentre pas du tout dans Venachel Habarzel. Donc, entre les deux explications, ça paraît évident, il n'y a pas à discuter. Étant donné que le mot etz peut porter les deux sens, eh bien, Venachel Habarzel, c'est-à-dire le fer, est tombé mina etz du bois, on n'a pas le choix de dire que du manche, en s'interrogeant pourquoi la Torah utilise le même langage, mais c'est tout. Et pourtant, Rabbi Hanassi va malgré tout maintenir sa position en disant que Minaetz, ça veut clairement signifier du manche. Alors comment c'est possible? C'est-à-dire tu soulèves un problème, qui est le même mot etz, on reconnaît tout à fait ce problème est intéressant, c'est remarquable, sans aucun doute, mais tu en crées un plus grand, c'est-à-dire sous prétexte de garder le même sens au mot etz, tu transformes la phrase tout entière, Venachel Habarzel, le fer est tombé, point, voilà. Donc il faut en vérité un troisième élément d'explication, et c'est ce que va nous dire la Gemara dans la suite. On n'entend pas directement de la bouche de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi a simplement dit les deux choses qui vont ensemble. Il n'y a pas écrit mais etzo, d'une part, c'est déjà un élément intéressant. Deuxième chose, c'est que dans le même passage que le mot etz apparaît deux fois, et donc ce serait étonnant qu'il n'ait pas le même sens. Et là vient se rajouter une autre explication qui n'est pas de Rabbi Yehuda Hanassi lui-même. Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav. Rabbi Chia Barashi a dit au nom de Rav, ou Shnehem, et les deux, c'est Rabbi Yehuda Hanassi et les Chachamim, donc qui interprètent, donc, qui sont opposés dans la Mishnah concernant les deux cas, les deux accidents qu'ils ont présentés. Lorsque l'un dit Galout, l'autre dit non, il n'y a pas de Galout, eh bien, Mikra et Chad Darshu, ils ont interprété en vérité le même pasouk. Donc c'est le même verset qui est interprété différemment. Venachel Habarzel Minaetz, le fer est tombé du bois. Rabbi Sava, Rabbi pense, Yesh em la Masoret. Alors retenez bien cette expression-là si vous ne la connaissez pas déjà. Elle est très importante dans les drashot. Elle mériterait une étude en tant que telle, mais qu'on ne pourra pas faire. Yesh em la Masoret. Littéralement, il y a une mère à la Masoret. C'est quoi une mère? C'est-à-dire un pouvoir premier, c'est-à-dire une préséance. La matrice, si vous voulez, de l'interprétation, c'est la Masoret. On va peut-être garder cette explication. Ce qui est fertile, la mère ici, ce qui donne sens, c'est avant tout la Masoret. Et l'autre opinion va dire Yeshem la Mikra, ce qui va donner, ce qui est fertile en termes d'explication, ce qui donne sens en termes d'explication, c'est pas la Masoret, c'est le Mikra. Alors, c'est quoi la différence entre Masoret et Mikra? Alors, regardez Rashi. Yeshem la Masoret, tout en bas. Kemo shenim sera ktav shel teva. Les Moshe, anu trichim les dorsha. Velo lefi amikra, kishata kore. Ktav, l'écrit
donc l'écriture, chez Nimsera, qui a été transmise, Ktav Shel Teva, l'écriture des lettres, les Moshe à Moshe, Anu Trichim Ledor, c'est ça que nous devons interpréter. Mais l'Olefi Amikra, pas d'après la manière dont on lit. Keshata Kore, Benachal, Ata Mosif Havara Shel Aleph, O Shel He. Parce que quand tu lis les lettres de la Torah, c'est écrit Venachal, vous savez très bien que dans la Torah, il n'y a pas de voyelle. Et à l'époque de la Gemara aussi, les voyelles n'étaient pas écrites, c'était uniquement à l'oral. Donc, c'est ce qu'on appelle le mikra, la lecture. Eh bien, à ta motif, tu rajoutes au moment où tu lis havara, une voyelle en fait, c'est havara, c'est ici une voyelle, un son, du aleph ou du he. Ben nun le shin, entre le nun et le shin. Alors, souvent on dit qu'en hébreu, l'alphabet n'est composé que de consonnes, il n'y a pas de voyelle. Ce n'est pas tout à fait juste. Il y a des lettres de l'alphabet hébraïque qui ont parfois un rôle de voyelle. C'est le cas du aleph, c'est le cas du he, c'est le cas du yud, c'est le cas du vav, ce qu'on appelle ehevi. Ces 4 lettres-là jouent parfois un rôle de voyelle et pas du tout de consonne. Quand vous prenez, regardez devant vous, le mot tania en araméen, le aleph de la fin ne se lit pas, c'est une voyelle en fait, c'est la voyelle de la lettre yud. C'est comme s'il y avait un a en français. D'accord ? Par contre, quand vous dites amar lahem, juste après, le aleph n'a pas de voyelle. Je lis le a parce que j'ai l'habitude de dire a ou o, etc. Donc rabbi, le yud de rabbi, c'est une voyelle en vérité, c'est pas une consonne. La chachamim, le yud, c'est encore une voyelle. Le mot golé, le he, c'est une voyelle. Le vav, c'est une voyelle. Donc ce sont des consonnes qui jouent un rôle de voyelle. Alors les langues latines ont clairement scindé les deux, et parfois vous avez des lettres qui, pas parfois, les lettres sont ou voyelles ou consonnes, à l'exception parfois, donc le Y joue à la fois le rôle de voyelle ou de consonne en fonction de sa place, un peu comme le Yud, mais dans l'hébreu aussi, il faut savoir que ça existe. D'accord ? Et ce n'est pas vrai que pour le Vav et le Yud auquel on est habitué, c'est vrai également pour le Aleph et le He. Alors, pour que tu puisses lire Venachal, c'est comme si tu avais rajouté un Aleph ou un He entre le Nun et le Shin. Nachal, d'accord ? Donc, Ulfi Masoret. Or, d'après la manière dont ça a été transmis, Venishal active, c'est comme si c'était écrit Venishal, c'est un piel, c'est une forme non pas active, mais une forme passive, c'est pas une action, donc c'est pas une action qui est faite sur un objet, mais c'est une action qui est subie. C'est comme c'est écrit Venishal à Barzel. Non, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal expliqué. Pardon. Venishal, c'est un factitif, pardon. C'est un factitif, on fait faire l'action à autrui, c'est pas soi-même qui fait l'action. Puis Rojo Nishal chez Heshi la Barzel, c'est comme si le fer avait fait sortir Minaetz du bois, Hamid Bakia qui était fendu, ou Massa et Rehu, et qu'il a trouvé ainsi son ami. Excusez-moi, j'ai mal expliqué pendant un moment, donc je reprends. Mais Nishal, dans un sens factitif, c'est faire l'action. Donc ce n'est pas le fer qui est tombé du bois, c'est le fer qui a fait tomber du bois. D'accord ? C'est comme ça qu'il faudrait traduire. Alors, c'est très difficile cette Gemara, parce que cette expression-là de la Gemara, qui est de dire Yesh em la Masoret ou Yesh em la Mikra, c'est une marloquette très connue par ailleurs, d'accord, qui est très très connue, qui est plusieurs fois utilisée, où les Chachamim vont interpréter différemment un pasouk en fonction de la préséance qu'ils vont accorder soit à l'écrit, au texte écrit tel qu'il est écrit, soit à l'oral. Mais généralement, il y a clairement une distinction entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire qu'effectivement, l'oral ne lit pas ce qui est écrit. Et donc à partir de là, est-ce que je vais préférer l'écrit ou est-ce que je préfère l'oral ? Donc, pour lire à la Torah, il n'y a pas de discussion, on est obligé de lire selon l'oralité, c'est selon la transmission. L'oralité, elle a été transmise de génération à génération, d'accord ? Et donc, cette lecture-là, c'est elle qui est la seule légitime au moment de la lecture et même la compréhension en général, etc. Or, de manière très étonnante, il y a une opinion qui va dire, mais pour la dracha, quand il s'agit d'interpréter le texte, c'est la matière du texte tel qu'il est écrit, même s'il ne se lit pas comme cela, qui doit être interprété. Et effectivement, généralement, il y a une vraie différence. Or, ici, c'est très compliqué. Or, ici, écrit Venachal dans la Torah, il n'y a pas de voyelle. Donc, il n'y a pas de voyelle, je peux aussi bien lire Venishal que Venachal en vérité. Donc, c'est assez surprenant de dire qu'il y aurait une différence entre l'écrit et l'oral. L'écrit et l'oral se lisent tout autant dans l'un comme dans l'autre. Alors, pourquoi préférer lire Venishal plutôt que Venachal ? D'accord ? Rachid semble vouloir expliquer cela en disant que Nachal oblige à rajouter un Aleph ou un He dans la lecture. J'insiste bien, c'est la voyelle A. Comme si,
et là ce serait des règles qui nous échappent peut-être, mais comme si rajouter une voyelle A, donc dans le cas de Kamat qui se trouve entre le Nun et le Shin, entre le Shin et le Lamed, c'est un patach. Donc, rajouter ces voyelles-là, en tout cas la première tout au moins, normalement imposerait plus que n'importe quelle autre voyelle un Aleph. Comme s'il y a des voyelles qui sont faibles et des voyelles qui sont fortes, des voyelles qui s'entendent sans être dites, d'accord? Si j'ai simplement Nun, Shin, Lamed, je serais, non, peut-être, on ne connaît pas les règles de l'hébreu d'origine, on serait plus tenté de lire Neshal ou Nishal plutôt que Nashal. Alors évidemment, c'est des règles de lecture qui nous échappent. Pour nous, ça revient exactement au même, mais surtout qu'aujourd'hui, on a les voyelles. Donc, il faut comprendre en vérité que pour Rabbi Yehuda Nassi, si je m'en tiens au texte écrit, je lis Vénichal. Et si je dis Vénichal, je vais dire que c'est le fer qui a fait tomber quelque chose du bois. Vénichal Minaet, il a fait tomber quelque chose du bois. Donc c'est la compréhension qu'a eu Rabbi Danassi. C'est qu'en voulant fendre du bois, donc la hache a atteint effectivement le bois, elle ne s'est pas du tout échappée. La lame a bien fendu le bois, mais il y a un morceau qui, lui, a été projeté. Et quand le morceau a été projeté, alors le morceau a tué. D'accord ? Pour les Chachamim, non. Je ne lis pas Vénichal, je lis Vénachal. À partir de ce moment-là, je lis Vénachal à Minaet, c'est le fer qui s'est échappé du bois. Donc, comme on l'a compris, c'est le fer qui, en tombant, a tué. Voilà. Rabbanan, c'est vrai, Yesh Em la Mikra, les Chachamim pensent que c'est l'interprétation doit, qui doit prévaloir, c'est celle du Mikra, de la lecture, Vénachal Karinan, et on lit Vénachal. Donc, on a vu qu'il y a deux opinions. On a compris que ces deux opinions interprètent le même pasouk. On a vu que pour Rabbi Yehuda Nassi, il y avait deux raisons qui ont été apportées déjà, qui sont très proches des deux raisons, qui tournent autour du mot etz, du sens du mot etz, d'accord, qui semble vraiment dans le texte indiquer qu'il s'agit du bois qui est fondu, et non pas le manche de la hache. Et en plus, il n'y a pas écrit etzo. Il restait à comprendre, oui, mais il y a le verbe vénachal, et vient cette explication-là qui nous montre effectivement que le vénachal doit se comprendre Vénishal, il va faire tomber. Les Chachamim, eux, ne tiennent pas compte de tout cela. Ils écrivent Vénachal, donc je lis Vénachal, et le mot Etz, tant pis, la Torah a utilisé le même mot pour des choses différentes. Voilà. La Gemara pose la question. Ve Rabbi Yeshem la Masoret, ça vire aller. Mais est-ce que Rabbi, lui, tient effectivement que Yeshem la Masoret? Donc tu es en train de faire dépendre la marloquette ici pour savoir de quel bois on parle dans le pasouk. Est-ce qu'on tient M la Masoret ou M la Mikra? Or, on sait par ailleurs que ce n'est pas du tout l'opinion de Rabbi, que Rabbi, lui, au contraire, tient M la Mikra, Beha Amar. Et pourtant, on a dit, donc on va avancer juste le daf suivant. Donc c'est une imra, c'est un enseignement qui était connu, Beha Amar, Rabbi Yitzhak. Et pourtant, Rabbi Yitzhak Bar Yosef a enseigné Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, il a dit la chose suivante, Rabbi, donc Rabbi Yehuda Nassi, les Rabbi Yehuda ben Roetz, ou Bet Shammai, et Bet Shammai, et Rabbi Shimon, et Rabbi Akiva, Kulhu Svir Alehu, tous pensent, Yesh Em la Mikra. Ils pensent que, au contraire, c'est la lecture qui doit être source d'interprétation et pas l'écrit. La Torah a été transmise par écrit, d'accord? Parfois, la manière d'écrire doit être lue différemment. Eh bien, c'est la lecture, donc c'est entièrement ce qui est oral, qui doit être source d'interprétation lorsqu'il y a une opposition entre l'écrit et l'oral. Donc ça donne énormément d'importance ici à la tradition, beaucoup plus qu'à l'écrit, la tradition orale, plus qu'à l'écrit. Il y a aussi la question. La question est claire. Comment tu peux dire que Rabbi Yehuda Nassi pense qu'il faut lire Vénichal? Lui-même, par ailleurs, on sait très bien qu'il pense que Yesh Em la Mikra. Réponse. C'est pour ça que ce qu'on avait dit, Ve'od, on a bien dit, et encore. Ça veut dire qu'il y a d'abord les deux premières opinions, pas les deux premiers arguments de Rabbi Yehuda Nassi. Il a clairement dit, première chose, il aurait dû être écrit Etzo. Deuxième chose, il y a le mot Haetz qui apparaît deux fois, donc il faut comprendre de la même façon. Et lui-même, Rabbi n'a pas donné le troisième enseignement, c'était dit pour l'expliquer, comme quoi il y aurait M la Masoret. Donc comment est-ce qu'on comprend? C'est qu'en vérité, pour Rabbi Yehuda Nassi, d'une manière générale, Yesh M la Mikra. D'habitude, c'est l'oralité qui compte. Mais viendrait Rabbi Yehuda Nassi lui-même et dire,
Mais là, c'est une exception. C'est vrai que d'habitude, j'aime la mikra. Mais puisque, si je regarde le pasouk, il y a le mot etz qui me pose problème, et que le mot etz, je suis tenté de le traduire de la même façon, pour deux raisons, deux très bonnes raisons, très, très pchat, hein, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, ça m'oblige à donner une préséance à la Massoret, de faire M la Massoret. Donc, non pas que Rabbi Yehuda Anassi pense toujours M la Massoret, mais ici, il pense M la Massoret. Pourquoi? Parce que d'autres éléments du verset vont dans ce sens-là. Donc, on est face à un ensemble d'éléments qui tous nous obligent à comprendre que il faut comprendre que c'est uniquement si le bout de bois a été projeté. Donc, on relit ce que dit Rabbi, donc dans l'ordre où il l'a dit. D'abord, il n'y a pas écrit son bois, d'accord, pour parler de son manche. En plus, il y a le même mot haetz qui veut dire la même chose normalement, donc c'est le bois qui est fendu. Alors on a dit oui, mais dans ce cas-là, comment tu comprends le verbe vénachal? Ben oui, dans ce cas-là, je comprends vénichal et c'est tout, d'accord. Surtout que comme je vous l'ai montré, le vénachal et le vénichal, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire en vérité, on peut lire les deux sans aucun problème, d'accord. Voilà pour les deux opinions. On n'a pas du tout expliqué en vérité qu'est-ce que ça implique pour l'instant. On va avancer encore un petit peu dans la Gemara et ensuite on va revenir sur les deux opinions et qu'est-ce que chacun pense de l'opinion de l'autre exactement, du cas de l'autre. Amar Rav Papa a dit Man de Shadapisa les dikla, celui qui jette une motte de terre pour s'amuser comme ça vers un palmier, ou pour faire tomber des dattes par exemple. Donc il jette une motte de terre sur le panier. Ve'atar tamré, donc, et il a effectivement fait tomber des dattes. Ve'azul tamré, et les dattes sont allées. Ve'katoul, et elles ont tué. Il y a quelqu'un qui était en dessous et tu as dû tomber dessus et il en est mort. D'accord? Il faut imaginer quelqu'un qui est fragile, ça peut être un enfant, il faut imaginer des dattes qui sont lourdes, d'accord? Donc, il a jeté une motte de terre vers l'arbre, d'accord? Il a visé les dattes sont tombées et il a tué. C'est bon. Alors, quel est le cas? Est-ce qu'il est Chayav Galout ou il n'est pas Chayav Galout? Évidemment qu'il ne voulait pas tuer la personne qui était en dessous, d'accord? Alors, Badou, l'Agmar a dit, on en vient, dans ce cas-là, les Machloka des Rabbi vers Rabbanan. C'est justement la Machloket entre Rabbi et Rabbanan. Pour Rabbi, quand je projette quelque chose, donc c'est exactement, j'ai jeté la terre sur les dattes, c'est comme quelqu'un qui, avec sa hache, fend du bois, donc je vise l'arbre, et au moment de viser l'arbre, je frappe sur le bout de bois, il y a un morceau qui est projeté et qui tue, on est Chayav Galout. C'est exactement le même cas pour Rabbi Danassi. J'ai jeté le bois comme si je frappais avec la hache, il y a un bout de bois qui est tombé, donc là ce sont les dattes qui sont tombées et qui ont tué. Donc c'est exactement le cas où Rabbi a dit qu'on est Chayav Galout. Les Chachamim, dans ce cas-là, on dit on n'est pas Chayav Galout. Donc la Chach la connaît, c'est Mishnah clair. C'est la Machloka de Rabbi. Pshita, c'est évident. Donc Maoudetama, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Non, j'aurais pu dire que le cas est différent. Koar Kocho Dame, est-ce que c'est comparable à la force de sa force? Kamashmala, non, pas du tout, ça vient apprendre. Et là, Kamashmala, non, ça vient apprendre que c'est comme sa force lui-même. C'est-à-dire que j'aurais pu dire que les deux cas sont différents, que quelqu'un qui fend du bois avec une hache, il tient la hache dans la main au moment où la hache frappe le bois. Et à ce moment-là, il y a un bout de bois qui est projeté. Donc là, je dis, ça c'est Kocho. D'accord? C'est sa force, clairement, c'est la force qui frappe. Par contre, s'il jette une motte de terre, donc qui lui échappe de la main maintenant, qui suit son mouvement, qui frappe sur l'arbre, j'aurais pu dire là qu'en réalité, ça c'est plus sa force à lui directement, c'est la force de sa force. Ce qui suppose en vérité que, la Gemara suppose par là qu'en vérité, la force de sa force, c'est moins grave, et que donc il ne serait pas tour. Donc j'aurais pu dire que c'est comme si c'était la force de sa force, donc il ne serait pas tour. Donc on te dit non, c'est vraiment la marloquette de Rabbi et Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Dans ce cas-là, Rabbi dira qu'il sera Chayav Galout, Chamim diront qu'il ne sera pas Chayav Galout. Ce qui veut dire que si il y a un cas où on est Kohar Kocho, on ne sera pas tout. C'est la question que pose la Gemara. Et là, Kohar Kocho les Rabbi et Chemishkachat là. Alors c'est quoi Kohar Kocho pour Rabbi? D'après toi, comment c'est possible? Parce que s'il lâche l'objet qu'il va jeter, ça s'appelle encore sa force. Kegon, par exemple, c'est facile à deviner. Des Shadapisa ou Machiale Garma, ve Azil Garma ou Machiale Chabasa, ve Atar Tamre, ve Azal Tamre, ve Katou. Donc, il a jeté de la terre vers les feuilles
du palmier. Une feuille est tombée, elle est partie, elle a bougé, elle a déplacé les grappes de dattes qui, elles, ensuite, sont tombées et qui ont tué. Donc, il y a eu un mouvement intermédiaire. Lui, à aucun moment n'a visé les dattes, il n'a pas frappé là-bas, il a frappé autre chose, qui lui ensuite a frappé les dattes, qui ensuite ont tué la personne qui est morte. Donc dans ce cas-là, Rabbi sera d'accord que c'est Kohar Koro. Très bien. Donc cette dernière partie de la Gemara va nous permettre de comprendre la marloquette Rabbi et Chachamim en vérité. On a dit on a deux cas, que les deux ont été compris du même passouk, mais en interprétant le passouk différemment. Dans un cas, Rabbi Udanassi dit que le cas de Galout, c'est dans quel cas on est Chayav Galout, quand on a projeté un bout de bois en frappant sur le bois. D'accord. Ça, on est Chayav Galout. Mais par contre, si c'est le fer, donc si c'est la lame qui est tombée, on n'est pas Chayav Galout. C'est-à-dire quoi qu'on n'est pas Chayav Galout? C'est moins grave ou c'est plus grave? Comme je vous l'avais expliqué précédemment, on a trois niveaux d'homicide involontaire. On a le niveau intermédiaire qui est celui de la Torah pour lequel on est Chayav Galout et qu'il faut toujours essayer de déterminer. Mais il y a des homicides involontaires qui sont plus graves et pour lesquels on ne sera pas Chayav Galout parce qu'on ne mérite pas la Galout et que le Goël Adam peut très bien tuer cette personne. Et il y a moins grave que ce cas-là où on n'a pas besoin d'aller en Galout et que le Goël Adam n'a pas le droit de tuer cette personne. D'accord? Donc, quand Rabbi Udanassi dit le cas de la Torah, c'est celui où le bout de bois a été projeté et que lui l'a frappé avec sa hache. Ça c'est Koro, d'accord? Ça c'est sa force. Là, il est Chayav Galout. Ça voudrait dire que d'après lui, si c'est la hache elle-même qui est tombée, c'est plus grave ou c'est moins grave? Alors, la réponse, évidemment, c'est que si c'est la hache qui est tombée, c'est plus grave, c'est beaucoup plus grave. Quelqu'un qui frappe un bout de bois à un arbre et qu'un bout de bois est projeté, il est très loin d'imaginer que c'est quelque chose qui est possible. Évidemment, quand on frappe du bois, on imagine qu'il peut y avoir des projections. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc le fait que ce soit possible, évidemment, ça justifie qu'il soit Chayav Galout. Mais utiliser un objet dangereux, ne pas vérifier que l'objet est bien attaché alors que c'est un objet qui est coupant, qui peut faire beaucoup de mal et on est parti avec quelqu'un d'autre à la forêt, on est parti à deux. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Donc ça n'est plus simplement un acte involontaire, c'est une véritable imprudence. Et on avait déjà vu ça dans les cas précédents. C'est que dès qu'on est dans l'imprudence, il y a une forme de pshia. Pshia, c'est une forme de faute. Il y a ici vraiment un défaut de responsabilité. Donc cette personne-là, une fois qu'elle a fait cela, elle ne mérite plus la galoute. C'est trop grave ce qu'elle a fait. Avant d'utiliser une hache pour frapper du bois, le minimum de choses à faire, c'est de vérifier ta hache. Voilà ce que pense Rabbi. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Et on voit ici vraiment que c'est une question de niveau. Pour les Chachamim, le cas de la Torah, c'est le cas de la hache. Ça s'appelle encore involontaire. C'est sûr que c'est grave, c'est sûr qu'il aurait dû vérifier, bien évidemment. Mais malgré tout, on ne va pas condamner quelqu'un, le livrer dans la main du Goël Adam, dire que c'est trop grave ce qu'il a fait, que c'est une véritable négligence vraiment extrêmement grave. C'est le cas de Galout. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait simplement pas savoir. À partir de là, il est Chayav Galout. C'est déjà grave, Galout. C'est pas rien. Si vraiment il n'avait rien fait, on ne lui aurait pas donné Galout. Donc, si quelqu'un a fait tomber le fer de sa hache, il a fait une erreur. À cause de ça, il a Chayav Galout. Mais ce n'est pas grave au point de ne pas lui autoriser à aller se réfugier dans une ville de refuge. Par contre, l'autre cas, le cas que les Chachamim, que Rabbi Udanassi a considéré qui était celui du bois dont il y a un morceau qui a été projeté, lui il a dit c'est ça qui est Chayav. Or, pour les Chachamim, ce cas-là est un cas inférieur de niveau. Donc on ne sera pas Chayav Galout, mais évidemment qu'on ne sera pas livré au Goël Adam pour ça. Les Chachamim ne vont pas dire que c'est plus grave, ils vont dire que c'est moins grave. Donc si c'est moins grave, c'est Karov les Ones, c'est proche de Ones. D'accord, c'est quelque chose qui est proche d'une chose qui nous est complètement extérieure d'une certaine façon, comme si c'était une forme de contrainte, un accident absolu. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui il n'y a aucune responsabilité. Donc je ne peux pas aller jusqu'à supposer que j'avais frappé, il y a un truc qui va aller jusqu'à tuer la personne d'à côté, d'accord. Il faut distinguer, on avait vu la fois dernière, les dynimes les lois qui concernent l'homicide et les lois de Nézikin. Il ne faut pas mélanger les choses. On n'est pas en train de parler ici des dommages. Si c'est un dommage qu'on a causé autrui, les règles peuvent être complètement différentes. Là, on parle ici uniquement des Nézikin, pardon, de la mita, c'est-à-dire si on a mis à mort. Si on a mis à mort quelqu'un, on a tué quelqu'un sans faire exprès par une projection d'un bout de bois, on va pas considérer qu'il y a ici une sorte de sang qui aurait été versé. C'est très regrettable, c'est terrible, mais malgré tout, ça ne suffit pas envoyer quelqu'un en galoute, c'est considérer qu'il y a quelque chose qui est un véritable homicide, une mise à mort d'un être humain
pas volontaire, mais au moins une responsabilité à ce sujet. Alors, je disais, la fin de la Gemara nous aide à comprendre un petit peu ça. C'est le principe justement de Kohar Koho. Koho et Kohar Koho. D'après Rabbi Donatien, on a vu, même si je jette de la terre, en jetant de la terre, ça reste ma force. C'est moi qui suis directement, qui agis. Or, on a compris que d'après les Chachamim, en vérité, du moment que quelque chose est projeté, alors que moi, ce que j'ai fait, c'est frapper, donc c'est quelque chose que je n'ai pas du tout voulu, c'est une action que je n'ai pas du tout voulu, ce n'est pas mon action qui a tué de manière involontaire. C'est-à-dire, le problème, il n'est pas juste dans mon intention, ou je n'ai pas d'intention de tuer. Mon problème, il est que mon action m'échappe elle-même. Donc, du moment que mon action m'échappe elle-même, c'est Kohar Koho, c'est la force de ma force. La force de ma force, on sera considéré comme patour, comme complètement exempté. Voilà pour notre Mishnah et l'étude de la Gemara qui est associée. C'est assez simple, mais ça nous a permis de bien montrer qu'avec une marloquette en plus, les différents niveaux, encore une fois, de responsabilité dans le fait d'avoir entraîné la mort de quelqu'un. La Gemara continue. Hazorek Even et Reshut Arabim. C'est la Mishnah, pardon. Celui qui jette une pierre dans le Reshut Arabim. Pour l'instant, on lit ce qui est écrit, on traduit Reshut Arabim, domaine public. On va voir dans la Gemara qu'il ne peut pas s'agir du domaine public au sens propre. Ve'arag, il est qui l'a tué. Hareze Golé, il va en galoute. Ça paraît même une évidence. Quelqu'un qui jette une pierre dans le domaine public, imagine quelqu'un qui jette une pierre dans la rue et il tue quelqu'un. C'est extrêmement grave parce que c'est normal que des personnes se promènent dans la rue, d'accord? Donc de dire qu'il sera chayav galout alors qu'il a jeté une pierre, ça lui enlève la gravité de sa responsabilité. Parce que la Gemara va montrer que ça ne peut pas être ce cas-là. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov a ajouté à cela, si c'est à partir du moment où celui-ci a jeté sa pierre que l'autre a sorti sa tête, c'est-à-dire au moment où il a jeté sa pierre, il n'y avait pas la tête de la personne. Donc il a visé un endroit où il n'y avait personne, d'accord? Et qu'ensuite l'autre a mis sa tête au moment où c'était déjà parti, d'accord? Donc, qu'il a reçu, il sera pas tout. Zarak et Even, les Chatsero. Maintenant, s'il a jeté une pierre dans sa cour, on n'est pas dans le Reshut Arabim, le cas d'avant c'est dans le Reshut Arabim, c'est dans sa propre cour, Ve'arag, et qu'il a tué. Im Yash Reshut Anizak, Likanes, Lesham, Golé. Si la victime avait le droit d'entrer, il sera Chayav Galout, celui qui l'a tué, le propriétaire de la maison, de la cour. Mais Im la, et sinon, si la victime n'a pas le droit de rentrer et qu'elle est quand même entrée, le Golé, il ne sera pas Chayav Galout, ça paraît assez évident. Dans un cas, il devait s'attendre à ce que l'autre se trouve là, dans l'autre cas, il ne devait pas s'y attendre. Chez Neymar, on avait déjà vu cette interprétation juste dans la Gemara précédente, dans le DAF d'avant. Celui qui viendrait avec son ami dans la forêt, Mahaya Rishut Anizak Mazik. Donc ici, on va prendre le mot forêt comme un cas type, une sorte d'exemple type du domaine dans lequel l'accident peut se produire. De la manière que la forêt est un domaine dans lequel et la victime et le coupable et le mazik ont le droit d'y entrer. Ce sera pareil, la règle sera la même, donc la règle de Galout, donc, à chaque fois que ce sera un domaine où et la victime et le coupable auront le droit d'entrer. Yatsa, ce qui exclut Khatsar Balabait, la cour du propriétaire. Chez Reshut, la Nizak, la Mazik, qui connaissent déjà. Alors la Mazik, c'est entre parenthèses, évidemment, parce que c'est évident s'agissant de sa cour, car le Nizak n'a pas le droit d'y entrer. Abba Shaoul Omer. Abba Shaoul rajoute encore un rachat. Ma, alors là, il y a plusieurs façons de lire. Khatavat etzim reshut, av kol reshut. Il ne s'agit pas simplement de l'endroit qui doit être un reshut arabim, un reshut ou en tout cas où tout le monde a le droit d'y entrer. Puisque l'exemple qu'on a donné, c'est couper du bois, on va également faire du fait de couper du bois, khatavat etzim, un cas type de tous les cas comparables pour lesquels on sera galout, ce qui exclura certains cas. Donc, af kol reshut. Donc, de la manière que couper du bois, c'est quelque chose qui est reshut, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé sans que ce soit obligatoire. C'est-à-dire, le mot reshut ici dans le sens que c'est un acte ordinaire qui n'a rien d'obligatoire. Av kol reshut, de même manière, tout acte ordinaire qui n'a rien d'obligatoire, si un accident qui se produit, on sera chayav galout. Il y a ça exclut. Av amaket beno, un père qui frappe son fils pour le réprimander. Évidemment, on n'est pas en train ici de conseiller les parents de frapper leurs enfants. C'est quelque chose qui peut se produire, ou pour réprimander son fils, un père frappe son fils sans évidemment vouloir lui faire de mal, lui causer un tort, et puis
le coup a été mal donné, ça peut arriver malheureusement, et Chas v'Shalom, l'enfant meurt. Est-ce que le père sera chayav galout? Donc il ne voulait pas du tout tuer son fils. On avait déjà vu le cas où quelqu'un frappe quelqu'un d'autre, sans vouloir le tuer et qu'il le tue. On avait dit aussi qu'il n'était pas chayav galout, mais parce qu'il n'avait pas le droit à la galoute, il ne méritait pas la galoute, parce qu'il avait quand même voulu frapper. Or ici, c'est l'inverse. Étant donné que ce qu'il a fait, c'est un acte qui n'est pas un simple réchoute, ce n'est pas un acte ordinaire, il a fait ça pour une raison de mitzvah, c'est-à-dire pour éduquer son fils, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas la galoute. Ça ne fait pas partie ici des cas possibles de galoute. Autre exemple, Ve'arav arodet talmido. Un maître, la même chose qui réprimanderait son élève. Et troisième chose, shaliach bedin, un envoyé du bedin. Donc on parle ici de 3 cas de personnes qui ont voulu frapper quelqu'un, pour faire simple, dans un objectif de mitzvah, et qui malheureusement ont tué. Alors, le dernier cas, shaliach bedin, il y a plusieurs façons de comprendre. Il y en a qui disent c'est le shaliach bedin qui donne malkout, celui qui frappe une personne condamnée à malkout, d'après la Torah, donc il doit donner 49 coups, ou bien, parfois il donnera moins si les bedin considèrent que la personne ne peut pas supporter 49 coups. On va estimer, on va dire cette personne-là, elle est de nature fragile, 49 c'est beaucoup trop dangereux, on va lui donner moins, d'accord? Donc, ce que le bedin lui a demandé de frapper, alors, et il a donné les coups, d'après une première explication, c'est de cela dont parle la Mishnah, et la personne est morte. Donc lui, il a fait sa mitzvah, et il a fait ce que lui a demandé. Et bien, on ne va pas dire, oui, mais donc s'il a tué quelqu'un de manière involontaire, il ne voulait pas tuer, bien sûr que c'est involontaire, mais ce n'est pas non plus chayav galout. D'après d'autres, ce n'est pas sur ce que le Beddin lui a demandé de faire, c'est ce qu'il aurait rajouté sans faire exprès. Il était là en train de donner des coups, et puis il y a un coup de plus qui est parti. Il en donné un coup de plus, il a tué la personne. Donc là, c'est plus grave, d'une certaine façon, parce que les Beddin avaient dit surtout ne donne pas plus. Mais ce n'était pas du tout sa volonté, il ne voulait surtout pas tuer la personne. D'après d'autres, c'est le cas de galout. Vous avez bien compris la différence, parce que si je dis que c'est le premier cas, s'il a donné un coup de plus, non, il n'aura pas le droit à galout, c'est considéré comme une faute grave. Troisième explication, qui est complètement différente, c'est celle du Rambam, qui comprend complètement différemment. Lui, il dit, on ne parle pas du tout de quelqu'un qui est en train de donner malkout à une personne, on parle d'un shaliar bedin, au sens habituel du terme. Shaliar bedin, c'est un envoyé du bedin qui va pour chercher des personnes pour les amener au tribunal. Aujourd'hui, en fait, c'est exactement le cas de la police. Donc, c'est un policier qui va pour appréhender quelqu'un et l'amener au tribunal. Et la personne se débat, essaye de ne pas y aller, et donc il est obligé d'user de la force pour le prendre. En usant de la force, il tue la personne. Donc, c'est le cas tout simple d'un policier, dans l'exercice de son devoir, qui tuerait une personne. Eh bien, est-ce qu'il sera chayav galout? Est-ce qu'on va dire qu'il est chayav galout? C'est pas, il ne l'a pas fait exprès, donc il est chayav galout. On va dire non, il n'est même pas chayav galout. Il n'est chayav de rien du tout, parce qu'il était dans un acte de mitzvah. Malheureusement, il est mort. À partir de là, il n'y a pas à le condamner de quoi que ce soit. Vous avez vu ici les 3 cas. La question qui se pose, qui est très connue, un médecin qui accomplit un acte de chirurgie, par exemple, ou n'importe quel acte dans une visée thérapeutique et qui malheureusement tue son patient. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un reshoot, c'est juste quelque chose qui est une sorte d'autorisation qui lui est donnée, ou bien est-ce qu'on va dire que c'est une mitzvah? La balance planche plutôt par le sens de mitzvah, que ce qu'il fait c'est une mitzvah, et que c'est une mitzvah, il ne sera pas chayav galout dans le cas où il aurait tué quelqu'un. Alors c'est un cas évidemment qui mérite plus d'approfondissement, mais voilà, pour faire simple, voilà les cas de la Mishnah. Donc on a dit, celui qui jette la pierre dans le Reshut Harabim, il est chayav galout, il faudra expliquer c'est quoi le Reshut Harabim. Rabbi Eliezer Ben Yaakov a ajouté ici une petite remarque en disant ça dépend en fait. Si au moment où il a jeté la pierre, la tête de la personne était déjà là, ça veut dire, même si lui ne l'a pas regardé, il a jeté dans une direction où il y avait quelqu'un. Maintenant, si au moment où lui il avait jeté la pierre, il n'y avait personne, et que c'est l'autre qui est venu, dans ce cas-là, il ne sera pas chayav. On va tenir compte ici du mouvement que l'autre aura produit. Ensuite, on a dit, on est chayav galout qu'à la condition que la victime ait le droit d'entrer dans l'endroit où elle est morte, c'est-à-dire qu'elle avait le droit d'y entrer, donc l'autre a chayav galout à cause de ça. Quand il n'avait pas le droit d'y entrer, et qu'il a été tué de manière accidentelle dans un endroit où il n'avait pas le droit d'entrer, on ne va pas considérer l'autre comme étant responsable, et donc il n'aura pas le droit à chayav galout. De la même manière, en dernier cas, on a dit, il faut que ce soit un acte de reshoot pour être chayav galout, quelque chose qui soit un acte ordinaire, qui ne soit pas obligatoire, qui n'y ait pas de mitzvah. Mais si c'est un acte obligatoire, c'est une mitzvah, dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité de galout. Voilà, on continue dans la Gemara. Les Reshut Harabim,
dans le Rishut Rabim, on a dit on est Chayav Galut. La Gemara s'étonne énormément, elle dit Mésid, vous, c'est Mésid, c'est un acte volontaire. Quelqu'un qui prend une pierre et qui joue dans le Rishut Rabim, un endroit où il y a du passage de personnes, il est Mésid. Alors il ne sera peut-être pas Mésid au sens réel du terme au niveau halachique, hein, mais c'est comme un Mésid. C'est quelqu'un qui évidemment met la vie d'autrui en danger, donc de manière évidente, d'accord. Donc on voit mal pourquoi c'est Chayav Galut. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, donc première tentative d'explication de quoi on parle ici, de quelqu'un qui va effectivement avoir causé la mort d'autrui avec une pierre dans le Rishut Rabim, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas Mésid? Besoteret Kotalo, parce qu'il était en train de casser son mur. Donc en fait, il n'était pas en train de jeter une pierre comme ça de manière irréfléchie dans le domaine public, là évidemment, ça c'est un Mésid. Il était en train de faire autre chose qui était de casser son mur. Donc en cassant le mur qui se trouve donc en partie sur le domaine public, il y a une pierre qui est tombée et qui a tué. Donc c'est moins grave que s'il avait jeté la pierre directement dans le domaine public. La Gemara n'est pas du tout satisfaite de cette explication. Elle dit « Iba yalele inouye ». Il aurait dû quand même faire attention. C'est peut-être moins grave que de jeter la pierre directement, mais ça revient quasiment au même, et donc ça ne mérite pas la galoute, c'est quand même un Mésid. On est en plein domaine public, il y a des gens qui passent et qui ont tout à fait le droit de passer. La moindre des choses, c'est qu'avant de casser son mur, on met des protections, on met des barrières et qu'on empêche que quelqu'un meure de cet acte-là. Donc évidemment qu'il ne sera pas galoute, c'est trop grave, un cas pareil. Alors, il m'a encore proposé une autre explication. Et c'est quelqu'un qui cassait son mur la nuit. Donc, étant donné que c'était la nuit, alors la nuit, ce n'est pas comme aujourd'hui, vous avez des lumières et donc il y a du passage. La nuit, il n'y a quasiment personne qui passe. Donc, il s'est dit, puisque c'est la nuit, il n'y aura personne, donc je n'ai pas besoin de faire attention. Donc, je peux casser mon mur. Et malheureusement, quelqu'un qui est quand même passé, il ne s'y attendait pas du tout. La Gemara n'est toujours pas satisfaite. Balaïla name, ibayele linouye. La nuit aussi, il aurait dû faire attention. Quelqu'un qui casse un mur doit se dire qu'à tout moment, quelqu'un peut passer puisqu'il est juste dans le domaine public. Les gens ont le droit de passer dans le domaine public. Donc, c'est un lieu de passage. Eh bien, si je commets un acte qui met en danger la vie d'autrui, je suis obligé de faire attention. Et que si je n'ai pas fait attention, évidemment que je serai responsable. Et donc, c'est en rien comparable, ce qu'on essaie de montrer, à quelqu'un qui est dans la forêt en train de couper du bois, d'accord, là aussi, il va falloir, en vérité, il faudra faire attention de comment ça se passe. S'il voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est en dessous, eh ça sera comparable ici au Rishut Rabim. Hein. On parle de quelqu'un qui n'est pas du tout en dessous, qui est à côté, et que vraiment, il ne pouvait pas imaginer que soit le fer allait partir, soit il allait y avoir une projection, d'accord. Alors, on continue pour essayer de comprendre la Mishnah. Alors, ça veut dire quoi? De quel cas elle parle la Mishnah? On sera Chayav Galut, si c'est Rishut Rabim. Donc, la Gemara répond, Besoter et Kotlo, on parle de quelqu'un qui casse son mur, la hashpa, vers une hashpa. Donc, pas un domaine public au sens propre, habituel du terme. C'est un lieu qui appartient au public, c'est un lieu qui n'appartient à personne, d'accord, mais qui n'est pas un lieu de passage. C'est une hashpa. Hashpa, je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est le lieu où les gens allaient faire leurs besoins, qui était un lieu vide, d'accord. Donc, il y a tout le monde qui passe là-bas. Évidemment, vous avez bien imaginé que malgré tout, ce n'est pas une explication qui est suffisante. Hay hashpa et chedame. La Gemara pose la question de quel type de hashpa tu parles. Ishachiche barabim. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans cette hashpa-là, donc un endroit où les gens vont pour faire leurs besoins, donc de manière un peu discrète, et que lui va jeter une pierre là-bas, poché à où? Il est poché à, il est fautif, évidemment, c'est très grave ce qu'il est en train de faire. C'est un criminel. Ilo shechiche barabim. Or, si c'est un endroit où il n'y a jamais personne qui passe, Anoussou, il est Anous, ça veut dire, là, dans ce cas-là, il ne devrait même pas être Shogeg, il ne peut pas imaginer qu'il y ait quelqu'un à cet endroit-là. Amar Rav Papa, donc Rav Papa a répondu, Lo tzricha, el ale ashpa ha'asuya lipanot ba balaila, ve'en asuya ba lipanot ba bayom. C'est une ashpa qui normalement sert uniquement la nuit, parce que c'est un endroit qui discret la nuit et que les gens n'utilisent pas le jour pour ne pas être vus. Donc, généralement, le jour, il y a personne, mais la nuit, oui, d'accord. Vika de Mikre, excusez-moi. Donc, et Vika de Mikre, il y en a un qui est venu et qui s'est assis littéralement, qui est parti donc pour faire ses besoins, et lui, il s'y attendait pas du tout. Pochéa, Loave, on ne peut pas dire que c'est un pochéa.
Parce que généralement, il n'y a personne le jour. Donc, je ne peux pas dire que c'est un criminel, il ne pensait pas. Honnête namelo ave, dire que c'est honnête, non plus, il n'est pas. Des haïka, des microïdis, parce qu'il se doute bien que c'est possible que quelqu'un vienne quand même. Alors, évidemment, nous, ce qu'on doit retenir, ce n'est pas uniquement le cas du hashpaz. C'est ici une définition intéressante du cas du shogeg, on a tenu compte de l'intention de la personne, on a tenu compte de la force de la personne, c'est-à-dire de son action, d'accord, son intention, son action. Maintenant, on tient compte ici de la situation, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve la victime elle-même. Et à partir de là, est-ce qu'on va considérer que la personne est responsable ou pas, donc son niveau de prudence ou de négligence par rapport à cet acte-là. Donc, le fait que ce soit un lieu où il peut y avoir du passage, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, c'est l'exemple type d'un shogeg. Ça, c'est un cas, c'est un shogeg. Ça veut dire qu'évidemment qu'on ne peut pas dire qu'il a fait un acte très dangereux qui aurait pu tuer quelqu'un à coup sûr, bien sûr que non, mais en même temps, c'est quelque chose qui est possible. Alors, je vous avais donné l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui fait un accident de voiture, et je vous avais dit que souvent c'est l'exemple type qu'on donne aujourd'hui d'un shogeg pour lequel on serait chayav galout. Et que si quelqu'un qui a tué de manière involontaire devait aller dans une ville de refuge, il y aurait peut-être moins d'accidents de voiture. Alors, ce n'est pas aussi évident que cela. Ça va dépendre en réalité de beaucoup d'autres éléments. Et qu'il y a des situations, parfois des situations aggravantes, d'accord, ou au contraire, des situations qui sont moins graves. Un accident de voiture dont il va falloir tenir compte. Quelqu'un qui roule à grande vitesse et qui tue, probablement, il ne sera pas chayav galout dans ce cas-là, parce que c'est trop grave ce qu'il a fait. C'est comme on dit ici, c'est pochiaou, c'est un méside. Tu as tué parce que tu t'es mis dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Quelqu'un qui a pris toutes les précautions, qui a roulé comme il fallait, etc., et qu'il s'est produit quelque chose de tout à fait inattendu, et que presque forcé, il a dévié, et malheureusement il a tué quelqu'un, il sera peut-être considéré comme anous dans ce cas-là. Il ne sera pas chayav galout non plus. Parce que vraiment, là c'est complètement hors de sa responsabilité. Donc le cas normal de chayav galout, ce serait quelqu'un qui roule tout à fait normalement, et qui malheureusement il a fait une mauvaise manipulation et aurait tué quelqu'un à cause de cela en étant malgré tout prudent, eh bien il serait chayav galout. Effectivement, parce qu'il y a une forme d'imprudence dans ce qu'il a fait, sans non plus que ce soit une pchia. Mais ça prouve à quel point c'est malgré tout extrêmement grave. Voilà, on s'arrête à ce morceau-là. C'est pour juste expliquer le début de la Mishnah, c'est quoi le Reshut Arabim. Vous avez compris que ce n'est pas le vrai Reshut Arabim dont on parle. On avance un tout petit peu pour le morceau qui va suivre. Eliezer ben Yaakov avait dit, rappelez-vous, ça dépend où se trouvait la personne au moment où lui a jeté la pierre. C'est au moment où il jetait la pierre, la personne n'était pas à l'endroit où elle s'est retrouvée finalement quand elle a reçu la pierre sur la tête, celle qui a sorti de sa tête. Dans ce cas-là, il ne sera pas chayav galout. D'où est-ce qu'il apprend ça? Tonora Banan, on a enseigné Umatsa. C'est un passage où c'est écrit Umatsa, c'est-à-dire que la pierre, le fer, pour reprendre l'explication des Rachamim, ou d'après Wadassi, le bout de bois, a trouvé une personne. D'accord? On va reprendre le texte si vous voulez. Et il a trouvé son prochain à 20 mètres. Donc, la chose qui est tombée, donc le bout de bois ou le fer, a trouvé le prochain. D'accord? Donc voilà ce que dit la Torah. Donc nous enseigne Chachamim, Prat, ça exclut les mamtsi et tatsmo. C'est quelqu'un qui lui se fait trouver littéralement. C'est-à-dire où l'objet qui est parti de manière accidentelle n'allait pas en direction de quelqu'un, mais c'est la personne qui elle, s'est retrouvée. Donc, ce n'est pas l'objet qui a trouvé la personne, c'est la personne qui a retrouvé l'objet. Mikan Omar Belazar Ben Yaakov, c'est de là que Rabbi Ben Yaakov a enseigné. Si c'est du moment que celui-ci a jeté la pierre, que l'autre a fait sortir sa tête, et qu'il a reçu la pierre, pato, il sera pato. Les mimes, ça va prendre des matzah. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter simplement ici. Après, on va entendre une autre discussion. On n'aura pas le temps de la développer. Voilà, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.